Cosa Vostra. Quand on intègre de l'IA dans les rédactions ou dans des process de génération de contenu pour les médias, c'est qu'il faut intégrer les équipes rédactionnelles et leur montrer ce que c'est. Leur dire comment c'est fait. Que ce ne soit pas une boîte noire. La pire des choses à faire avec l'IA, c'est de faire ça dans un coin, faire que ça fonctionne et le mettre en prod sans en avoir parlé, à part à la chefferie. Quand on comprend comment ça marche, quand on voit les limites, quand on appréhende ce que c'est, on a déjà beaucoup moins peur. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à Bordeaux Olivier Martinez. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, tu es ancien product manager des sites 01net.com et télécharger.com. Alors ça nous rappelle plein de souvenirs. Des bons souvenirs. Ça existe encore. Ça existe encore. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu les tout débuts, ces sites. C'est vrai, des vétérans. Bref, mais c'est pas pour parler de 01net.com, ni de télécharger, ni d'Altis que je t'ai invité sur cet épisode. C'est parce que tu as monté une activité de conseil pour accompagner les organisations dans l'intégration des outils d'IA générative. Et donc, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. On va parler d'IA, on va parler d'intelligence artificielle dans les médias. Donc, quand tu parles des organisations, tu accompagnes aussi des médias. Donc, on va essayer de balayer un peu tout ce qui se fait des use cases, puisqu'évidemment, c'est voire le gros sujet du moment. Donc, tu as lancé cette activité. Tu es également l'auteur d'un mémoire sur l'automatisation de la production de contenu avec l'IA. Donc passé récemment, enfin que tu as publié récemment. Tout à fait, c'était en octobre. En octobre dernier. Le bon moment, j'ai l'impression que tu sors ça. Le sens du timing. Ouais, le sens du timing. Voilà, parce qu'on a évidemment beaucoup entendu parler d'IA, donc de GPT-3, DALL-E, de ChatGPT récemment. C'est pour ça que je parlais de timing. Donc pour s'y retrouver, un épisode spécial Mediarama sur l'intelligence artificielle. On arrive enfin à se voir. En plus, on avait tenté de faire ça à distance, ça n'avait pas marché. Donc, tu es venu à Bordeaux. Donc, je te remercie en plus d'avoir fait le déplacement. Mais avec plaisir. On va démarrer par des choses un peu basiques parce que j'aime bien faire de la vulgarisation sur Mediarama. Donc, c'est la question basique pour ceux qui vivraient dans une grotte ces derniers mois. C'est quoi GPT-3 ? Alors, GPT-3, c'est un modèle de langage. Si je te dis ça, voilà, la question, on va pas aller bien loin. Non, exactement. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. GPT-3, donc c'est un modèle de langage. Un modèle de langage, ça fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est un outil. C'est un modèle qui permet aux humains de, on va dire, converser avec la machine, de pouvoir parler en langage naturel. Ça fait partie de ce qu'on appelle les NLP. Natural Language Processing, tout à fait. Donc voilà, c'est le traitement automatique du langage. C'est une branche de l'intelligence artificielle. Et pour revenir encore un peu en arrière, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques, technologies et disciplines qui visent à imiter les process cognitifs humains. D'accord. Donc c'est très très vaste, c'est Ouais. beaucoup plus vaste qu'un modèle de langage, c'est beaucoup plus vaste que les NLP, c'est beaucoup plus vaste même que le machine learning parce que actuellement on a tendance à faire une synonymie entre intelligence artificielle et machine learning. Le machine learning n'est qu'une branche de l'intelligence artificielle. Pour revenir à il y a quelques années, en fait, ce qui était très en vogue, c'était ce qu'on appelait les systèmes experts dans les années 80-90. C'était de l'intelligence artificielle, mais sans machine learning. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ça. Et vraiment, je voudrais insister sur le fait que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une imitation. Et il faut revenir vraiment à la base. Ça a été défini dans les années 50 par Turing, par McCarthy. Le fameux test de Turing. Par exemple. Et le but, c'est vraiment d'imiter les process cognitifs humains. Et j'insiste vraiment sur le mot imitation.
On n'est pas en train de faire autre chose que de l'imitation. Un modèle de langage, c'est une représentation du monde. C'est une représentation du monde par les mots. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'un modèle de langage, c'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est quelque chose qui est probabiliste et statistique. Un modèle de langage, il fonctionne d'une certaine manière, et cette manière, c'est je vais décider de la place d'un mot après un autre en évaluant la probabilité que ce mot suive bien le précédent. D'accord. Mot par mot. Mot par mot, phrase par phrase, dans un contexte global. Alors, avec les technologies qui avancent, le deep learning, le machine learning, toutes ces technologies font que c'est de plus en plus efficace, jusqu'à être super bluffant. Ouais. ChatGPT en est l'exemple, avec plein de soucis, mais voilà, tu as l'impression à un moment donné de parler quasiment à un être humain en face de toi. Tu lui parles, tu lui poses des questions, tu le fais réagir, etc. Mais n'oublions pas que ces modèles sont probabilistes et statistiques. C'est important de le rappeler, effectivement. Et donc, GPT-3, donc, est-ce que de manière spécifique, ça a été créé par qui, sur quoi 3 comme c'est la 3e version déjà de ce modèle de langage? Tout à fait. C'est la 3e version. Alors, GPT-3, ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Donc, en gros, on entraîne des réseaux neuronaux à utiliser le langage humain. Et ça se fait à travers des réseaux neuronaux qu'on appelle les transformers. D'accord. Les transformers... C'est là que ça devient technique, là. Ouais, mais je vais essayer de ne pas trop rentrer dans la technique. Je ne suis pas non plus chercheur, donc on ne va pas aller bien loin. Mais les transformers, c'est des réseaux neuronaux qui ont été inventés en 2016-2017 par Google. Et à la base, qui étaient faits pour améliorer la traduction. Pour améliorer Google Trad, on va dire. Translate, voilà. Quoi. Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'avec le langage, un mot, sa traduction littérale, c'est pas toujours bien en contexte. Oui, il y a plein de... L'idée, c'était de donner du poids à des mots dans des phrases pour voir où est-ce qu'ils étaient placés avec des exemples et de se dire que tel mot qui veut dire telle chose à tel endroit ne veut pas dire telle chose à tel endroit. On s'est rendu compte que ces transformers, donc ces réseaux neuronaux qui avaient été faits spécialement pour faire de la traduction, étaient aussi très bons dans le reste des NLP. Et donc, on les a pré-entraînés, ce qu'on appelle pré-entraînés, sur des bases énormes de contenu pour qu'ils puissent devenir des réseaux qui génèrent du contenu et non pas qui traduisent du contenu. Et sur quel type de contenu c'est entraîné? Alors, à la base, c'était entraîné beaucoup sur tous les contenus du Wikipédia, tous les contenus du web. Ça a été les premiers entraînements. Donc, le modèle en lui-même connaissait le langage naturel et on lui disait, on lui donnait à manger. J'aime bien dire ça. On l'alimente. Voilà, on l'alimente. On lui disait, tu vas aller sur Wikipédia et tu vas analyser toutes les pages. Et puis, tu vas comme ça voir comment sont employés les mots, quelle idée se rapporte à une autre, quel mot se rapporte à une autre. Je viens de dire idée, en fait, c'est pas bien, parce que l'IA n'a pas d'idée. Elle n'a pas d'idée. C'est vraiment des occurrences, des mots se rapportent à tel mot, dans tel contexte, telle probabilité. Même des concepts, c'est un peu... Même des concepts, c'est... Oui, c'est lui donner une espèce de pensée à l'IA. L'IA n'a pas de pensée. On reviendra dessus justement sur ce sujet-là, mais donc toi tu le dis, voilà, il n'y a pas de pensée, il y a pas d'idée, c'est des occurrences, c'est de la statistique. Totalement. C'est vraiment de la probabilité. Probabiliste. Ouais, c'est totalement probabiliste. Et les algos, quels que soient les algos qui sont faits actuellement sur les modèles de langage, et on peut prendre celui d'OpenAI, bien sûr, GPT, mais on peut prendre les derniers modèles de langage, Lambda pour Google ou Llama pour Meta. Ce sont tous des modèles de langage qui sont basés sur de la probabilité. Point final. Il n'y a pas autre chose. Ok, ils fonctionnent tous de la même façon, c'est les mêmes méthodes derrière. Alors, on parle de celles de Meta, de Google, d'OpenAI. La vraie différence se fait au niveau de l'entraînement. D'accord. Les entraînements ne sont pas les mêmes. C'est pas le même algorithme C'est pas le même algorithme, c'est pas les mêmes données, c'est pas les mêmes façons. Est-ce que c'est supervisé ou pas supervisé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une intervention humaine ou pas dans l'entraînement? Par exemple, le modèle GPT s'auto-entraîne. Il va lui-même chercher du contenu, il l'analyse. Et après, il le labellise en disant ça veut dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Le modèle sorti par Google, qui va être la base de Bard, qui va l'intégrer dans le search, lui, c'est un modèle qui est supervisé. C'est-à-dire qu'on l'a entraîné avec des conversations humaines, c'est-à-dire un humain face à un ordinateur qui converse avec la machine et qui évalue les réponses, qui dit là tu as bien répondu, là tu n'as pas bien répondu. Voilà, et donc il apprend, il s'améliore, donc c'est avec un humain. Voilà. Ok. Donc ça c'est la grande... c'est des différences entre les grandes familles, en tout cas, de modèles de langage.
des grandes boîtes, on va dire, ceux qui sont bien identifiés. J'imagine que c'est absolument pas exhaustif, qu'il y en a plein, mais c'est ceux dont on parle en tout cas en ce moment. Mais vraiment, hein, tous sont probabilistes. Voilà, c'est important de dire, on reviendra dessus. Si on revient un peu dans historique, à quand remonte l'utilisation de l'IA dans les médias et peut-être par quel groupe est-ce qu'il y a des groupes, des use cases un peu notoires que tu connais dans les médias d'utilisation d'IA dans le passé? Ouais, alors dans le passé, je vais d'abord te parler d'automatisation. C'est-à-dire, avant de parler d'IA, il y a eu l'automatisation. Avec des techniques assez simples, en fait, on définissait des phrases, des bouts de phrases, des textes à trous, par exemple pour créer du contenu autour des cours de bourse, par exemple. Bloomberg, Reuters. Un petit rapport, aujourd'hui, l'action X a monté de Y%, donc ça veut dire que Z résultat, etc. Voilà. Il y avait texte à trous. Voilà, c'est des textes à trous et du content spinning, c'est-à-dire qu'on avait défini plusieurs débuts de phrases, plusieurs milieux, plusieurs fins de phrases. Donc on pouvait mixer. Pour donner de la variété. Voilà, pour donner de la variété, mais tu te rends compte très vite qu'en fait, tu arrives au bout. C'est-à-dire que si tu fais 3 débuts, 3 milieux, 3 fins de phrase, tu as 3 puissance 3 versions. 27. Mais ça, en fait, tu vas pas très très loin avec ça, quand tu produis beaucoup de contenu. En tout cas, c'était des techniques et des technologies qui étaient utilisées d'abord par Reuters et Bloomberg, surtout. Donc, tu vois, vraiment dans l'univers financier, qui ont été utilisées aussi par des médias un peu partout dans le monde pour créer du contenu autour de la météo. Parce que tu as des données très structurées, donc c'est assez simple, tu vois, justement avec des textes à trous, de ressortir ça. Et puis après, tu as eu tout ce qui était résultats d'élections. Et ça, c'est vraiment là, tu vois, là, on y était, on a accompagné des médias sur ces sujets-là, ça a été un peu la petite révolution. En tout cas, ça a eu un effet, un petit buzz quand même là-dessus. La possibilité d'avoir son propre article pour les élections. Moi, je viens de Cambrai dans le Nord. Les résultats à Cambrai, etc. Ouais, et les avoir quasi en temps réel. Quasi en temps réel. C'est-à-dire que tu n'avais pas au lieu d'avoir un article, tu avais pour 30 millions de personnes, tu as 30 millions d'articles, quoi. C'est exactement ça. Tu avais un article par commune. Ouais. Et qui était publié au moment où les résultats étaient publiés par le ministère de l'Intérieur. Et c'était déjà de l'intelligence artificielle? Alors non, autre chose que du texte à trous? On est toujours dans le content spinning. C'est-à-dire que les premières fois où ça a été utilisé, en tout cas en France, on est encore dans le content spinning. C'est-à-dire qu'on préétablit avant des modèles qu'on mixe ensemble, qui fait une variété. Alors, je ne sais pas combien il y en avait à l'époque, c'était en 2015, je crois, au Monde, quand il avait fait la première. Mais le Figaro l'a fait aussi, le Parisien, enfin voilà, il y a plein de gens, tous les grands médias un peu de presse ont testé ça. Et c'est un peu l'ancêtre de l'IA générative, parce que c'est vrai que ça automatisait la production de contenu. Ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui rajoute à l'automatisation, qui permet de faire une variété de contenu qui s'appelle l'IA générative. C'est-à-dire que grâce à cette technologie, à ces outils d'IA générative, tu peux créer du contenu à partir de data ou à partir d'un autre contenu que toi, tu as déjà. Et donc, tu arrives à faire un article, 10 articles, 100 articles, assez simplement. Ça ne veut pas dire que la qualité est là. Et c'est pas du tout donc là tu parles vraiment du présent, ces nouveaux modèles de langage, d'IA générative, c'est pas du tout les mêmes technos que ce qu'ont utilisé Le Monde, Le Figaro, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En tout cas, pas l'époque 2015, 2016, voilà, pour les élections de l'époque, pas du tout. C'est vraiment, on est passé dans une autre dimension. Et à quoi t'attribues cette accélération qu'il y a eu récemment? Alors tu dis c'est peut-être ces Transformers, est-ce que ça vient de là? Ça vient de plusieurs choses en fait. Il y a une chose qui est certaine et c'est la technologie en tant que telle, le hardware et le software ont évolué d'une manière spectaculaire ces dernières années. Mais pas tant que ça, objectivement. En termes de calcul, si, en termes de puissance de calcul, le fait d'utiliser par exemple des GPU. Ouais. Parce que le machine learning maintenant. GPU, c'est c'est sur la carte graphique, un processeur sur la carte graphique. Voilà. Qui sont beaucoup utilisés en machine learning. Tu saurais dire, en vulgarisant, pourquoi en 2 mots? Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes traitements parallèles des données. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que déjà, je vais peut-être me perdre. Ouais. Mais en tout cas, ils ne traitent pas les données de la même manière. Et donc, tu peux paralléliser ou pas certains traitements que les GPU font, que les CPU ont plus de mal à faire. D'accord. Donc, le développement des cartes graphiques avec des processeurs ont accéléré. Voilà. En tout cas, c'est cette manière de lancer du machine learning et de le faire évoluer, ça a permis ça. Il y a un deuxième truc, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'accès à des datas, c'est-à-dire le big data. Ouais. C'est aussi ça. N'oublions pas que l'IA,
pour exister, quelle que soit l'IA. Alors là, je ne parle pas que de l'IA générative, je parle de toutes les IA. On peut parler de l'IA médicale, on peut parler de toutes les utilisations de l'IA, a besoin de données. Et si tu regardes bien, dans les 5-6 dernières années, on a produit et on a des fermes de données, de big data partout dans le monde, beaucoup plus que jamais auparavant. Oui, non, mais bien sûr, je n'ai pas les facteurs, mais oui, c'est presque exponentiel. Ouais, c'est exponentiel, voilà. C'est-à-dire que, et ce stockage-là, il fallait les stocker aussi. Et pour stocker ça, on n'avait pas trop les moyens avant, on a aussi eu les moyens. Donc il y a une conjonction, on va dire, technique, technologique, et en même temps, ça a fait réfléchir des gens. Tu vois, quand je te parle de GPU, c'est pas pour rien, c'est que avant, on n'utilisait pas les GPU pour faire du machine learning. Et puis, je crois que c'est en 2012-13, il y a quelqu'un qui a commencé à y penser. Quelqu'un qui n'était pas du tout dans le... Alors, je ne me demande pas son nom, je ne me rappelle plus, mais il faudra chercher, mais qui n'était pas du tout trop dans l'IA, qui n'était pas très cause, mais qui a fait marcher, et qui l'a présenté justement à des gens qui étaient dans l'IA, dont des gens très très connus, comme Yann Lequin, etc. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte de la puissance que pouvait avoir cette technologie. D'accord. Voilà. Et tu vois vraiment le chemin qui parcourt est vraiment exponentiel aussi de l'explosion de l'IA et de l'IA générative en particulier depuis quelques mois pour le grand public et pour ceux qui s'y intéressent depuis 2-3 ans. Voilà. Ok, donc c'est vraiment sur la capacité de calcul, les ordinateurs quantiques, est-ce que ça va apporter quelque chose ? Ça n'a rien à voir, je ne te demande pas sur la techno, mais est-ce que ça va permettre peut-être encore d'accélérer raffiner quelque part? Alors, en vrai, j'en ai aucune idée. Okay. J'aurais tendance à dire oui, parce que tu as une puissance de calcul qui devient phénoménale, qui est là aussi exponentielle par rapport à un ordinateur normal. Voilà. Ok. Bon, non, mais de toute façon, après, tu l'as expliqué, c'est sur les GPU. Donc, puis après, heureusement qu'on ne peut pas tout savoir non plus et tout anticiper. On va demander à ChatGPT. Voilà, exactement. Tu en as parlé rapidement, mais est-ce qu'il y a des différences entre le modèle de ChatGPT et de l'IA de Google ? Je dis ça parce qu'on sent, et après, on va vraiment parler un peu du présent. Là, j'essaie de voir un peu l'historique, mais que... il y a eu une espèce de prise de conscience que en fait, ce qu'on voyait sur ChatGPT pouvait s'appliquer au search, en se disant tiens, mais en fait demain je pourrais très bien, au lieu d'aller sur Google, et qu'on a l'impression qu'il y a eu un mouvement de panique chez Google, comme s'ils n'avaient pas prévu, ce que je ne crois absolument pas. C'est peut-être ils n'avaient pas prévu, peut-être c'est fait de buzz de ChatGPT ou etc. Donc ils ont sorti leur système, c'est Bard, si je ne dis pas de bêtises. Tu connais les différences entre ces deux grands modèles ? Alors, qui vont s'affronter a priori. Oui, qui vont s'affronter a priori. Donc oui, j'ai un peu la même analyse que toi, c'est-à-dire déjà Google qui n'est pas anticipé, en tout cas voilà, ils ont certainement pas anticipé le buzz qu'a fait ChatGPT. C'est-à-dire que il y a plus un truc investisseur, rapport aux investisseurs, etc. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2022. Avec la sortie de ChatGPT, suivant où tu étais dans le monde. Soit tu étais au 30 novembre, soit tu étais le 1er décembre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là, à ce moment-là que personne n'avait anticipé. Je pense qu'OpenAI non plus n'avait pas anticipé vraiment cet engouement d'un seul coup pour une IA conversationnelle que ChatGPT. Et c'est marrant, je te fais une pause là-dessus, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je veux dire, c'est un produit qui était déjà en bêta, certains y avaient accès. Qu'est-ce qui a fait que ça, d'un coup, tout le monde s'en est emparé en se disant « Waouh, mais c'est un truc de malade ». Il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire, c'est un peu le product manager qui va parler. Ouais. C'est la simplicité d'utilisation de l'UX. Il y a quelques fioritures autour du champ où tu tapes ta question, en tout cas sur la première page, mais ça rappelle un peu, tu vois, le Google des années 99-2000, c'est-à-dire que tu arrivais, tu avais un champ. Et ChatGPT, c'est ça. Toutes les autres IA génératives, alors ChatGPT, c'est pas qu'une IA générative, c'est une IA conversationnelle. Elle permet d'avoir un dialogue entre la machine et l'humain. Une IA générative, c'est pas vraiment un dialogue. Tu lui as un prompt, elle te donne un grand résultat. Voilà, tu lui demandes d'écrire sur tel sujet, elle va t'écrire sur tel sujet, mais tu vas pas pouvoir converser. Enfin, en tout cas, c'est pas fait pour. Le côté chat dans ChatGPT, c'est vraiment le côté conversationnel. Qui a été entraîné spécialement pour ça. Et Bard, c'est la même chose. Il a été entraîné spécialement de cette manière pour pouvoir converser entre l'humain et la machine, pour que l'humain ne sente pas qu'il a une machine en face de lui. Donc elle a passé le fameux test de Turing. En partie. Non, mais oui, il passe le test de Turing, mais le test de Turing, maintenant, beaucoup de choses... haut la main, depuis longtemps. Oui, depuis assez longtemps. Pour revenir à ta question de départ, la vraie différence qu'il y a entre GPT, donc le modèle de langage qui est derrière ChatGPT, et Lambda, qui est le modèle de langage qui est derrière Bard, c'est une question d'entraînement. Pour faire court, et un peu réducteur, mais pour faire court, on a un modèle GPT qui est un modèle qui s'entraîne tout seul,
qui s'auto-évalue. Et de l'autre côté, on a un modèle qui a un entraînement supervisé par des humains, qui converse, comme on fait là, avec la machine, et qui évalue chacune des réponses qui est donnée par la machine. Mais qui est forcément moins rapide puisqu'il y a de l'humain. Qui est beaucoup moins rapide. Mais qui est aussi d'un niveau qualitatif, en termes de conversation pure, plus élevé, meilleur, c'est meilleur. Le revers de la médaille, c'est que ce modèle-là a moins de qualité générale. Je fais attention quand j'emploie le mot général parce qu'on va tout de suite dire IA généraliste. Pas du tout ça. On en parlera peut-être après. L'IA généraliste, ça serait un être humain en fait. On en est très très loin, mais en tout cas, a des qualités générales que n'a pas le lambda. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, comme GPT va s'entraîner sur les fiches de Wikipédia, en scrapant toutes les fiches, en analysant tous les textes, etc. Forcément, il acquiert des connaissances sur des entités, sur des faits, sur l'histoire, sur tout ce qui est marqué à l'intérieur. Ce que tu ne peux pas avoir dans une conversation, ou alors tu as une conversation de 1000 ans avec 150 milliards de personnes. Tu n'auras pas la... Voilà. Mais en tout cas, qualitativement, a priori, alors il faut toujours regarder un peu avec des guillemets et faire attention à ce qu'on dit aussi là-dessus, parce qu'on ne l'a pas vu. Bard, on a vu des démos, certains y ont accès, mais on n'a pas vu à grande échelle ce que ça donne. On n'a pas non plus de tests, tu vois. ChatGPT dans Bing, on voit fleurir des articles depuis 2-3 semaines, même un peu plus, où tu as des journalistes, où tu as des gens qui testent et qui vont pousser la machine, et on voit très bien les limites de ce que ça donne. Pour l'instant, on ne connaît pas trop les limites de Bard. On sait qu'il peut se tromper factuellement, puisqu'on a vu pendant la démo que Google qu'il y avait une erreur. Après, c'est comme n'importe quel modèle de langage, ça reste de la probabilité. Donc il y a toujours une probabilité de se tromper. On a vu un peu le passé, là, voilà, c'était un petit aparté sur ChatGPT et Google, donc Lambda, et le produit final s'appelle donc Bard. Je reviens dans le présent et dans les médias. Quels sont les usages de l'IA générative dans les médias aujourd'hui ? Alors on peut définir 2 grandes familles d'usages. Tu as d'un côté ce que je pourrais appeler le data to text. Ouais. Voilà, donc tu as une masse de données classées, ordonnées, et tu veux en faire du contenu. Alors typiquement, tu as une base de données sur des logiciels, télécharger.com. Voilà, j'imagine. Voilà, ce que tu aurais pu faire à l'époque, j'imagine. Ce que j'aurais pu faire à l'époque, en tout cas, c'est ce qu'on aurait pu imaginer, ce que j'imaginais sans pouvoir vraiment le faire. Et tu crées à partir de là du contenu. Comme tes données sont bien cataloguées, bien labellisées, etc., c'est quelque chose d'assez simple à faire. Qui serait de meilleure qualité que ce qu'on faisait tout à l'heure pour les élections. Alors, puisque là, pour le coup, ce serait à chaque fois 100% unique et t'es pas dans juste un... Oui, avec le petit bémol qui est de dire que tu as à un moment donné une automatisation qui n'est pas à 100%. C'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure, c'était une automatisation à 100%. Il y avait personne ou quasiment personne qui repassait sur les articles. Oui, c'était publié directement. Voilà, c'était publié. Là, forcément, il faut qu'il y ait un humain. Et, juste en aparté, l'humain doit rester n'importe où. Ouais. Voilà. Il faut vraiment avoir ça en tête aussi. C'est de la probabilité et il faut que l'humain reste. Mais en tout cas, voilà. Oui, j'aurais pu faire créer du contenu à une IA sur 10 000 logiciels en ayant les données. Fais-moi une revue, un test. Fais-moi une comparaison de. Et ça marche très bien, par exemple, avec, on va dire, je sais pas, tu as un catalogue de réfrigérateurs. Eh bien, oui, tu peux en faire du contenu assez facilement pour comparer, pour faire des papiers qui vont te dire celui-là, il a tant d'étoiles, celui-là, il a moins d'étoiles, etc. Avec un langage qui est un langage humain. C'est surtout ça aussi qui n'est pas programmé, que tu n'as pas, toi, préétabli. Ouais. Donc ça, c'est le data to text. Tu en fais dans les médias. Les exemples dans les médias, c'est la bourse, c'est la météo. Ouais. Enfin, tu vois, c'est toutes ces choses qui sont... un peu servicielle, voilà, et qui se base sur de la data structurée. La data, voilà, qui est structurée et qui est surtout bien structurée. C'est aussi très important, c'est que la data soit bien structurée. C'est le principal. C'est le principe de base. Ah ouais, non mais si tu as un seul problème dans ta data, oublie tout de suite. Ça marche plus. Non, tu vas avoir des résultats qui seront... la machine ne réfléchit pas. Hein. Non. Donc, si à un moment donné, dans ton champ, je vais te prendre juste un exemple, tu t'es trompé de champ et tu mets la température à la place du nom de la ville, la machine, elle va prendre la température pour le nom de la ville et le nom de la ville pour la température. Elle ne va pas chercher à comprendre. Ouais. Donc, sauf si tu as mis des garde-fous, mais par principe, elle ne va pas chercher à comprendre, puisqu'elle ne comprend pas.
Donc, elle le fait qu'exécuter quelque part. Donc, elle va exécuter un truc, elle va se dire, probablement, après tel mot, il y aura tel mot, il y aura tel mot, tel mot. C'est bizarre quand même, là, c'est marqué 18, le nom de la ville, c'est 18 et le truc, mais elle va quand même le sortir, puisque tu lui as demandé de le sortir. Ouais. Donc voilà, c'est très important. Et je reviens sur ton truc de data to text, parce que ça pourrait aussi, tu dis, alors il faut de l'humain, et je le comprends, etc. Mais selon la qualité, enfin, on a vu quand même sur ChatGPT des résultats qui sont très bons, on pourrait imaginer faire ça à la volée, que l'internaute demande sur le site 01net, tiens, fais-moi un comparatif entre, je coche les deux produits, et boum, à la demande, ça me génère cet article. Alors ça, c'est la ligne future qui, je pense, va sortir de l'utilisation de l'IA générative. C'est de pouvoir donner du contenu au lecteur, à l'internaute, quand il le veut, sous la forme qu'il le veut. Tu as les données, tu as peut-être déjà des comparos entre telle chose et telle chose. Moi, j'arrive effectivement sur le site. J'ai envie d'avoir un comparatif entre tel et tel téléphone que tu ne m'as pas fait entièrement, en tout cas que tu ne l'as pas fait. Oui, je veux l'avoir maintenant et je peux le générer maintenant. Attention, encore une fois, on reste dans des modèles de probabilité. Et les modèles, pour l'instant, tels qu'ils sont faits, quel que soit le modèle, vraiment j'insiste, c'est quel que soit le modèle, c'est pas une question de GPT, ChatGPT, Lambda, Bard, Llama, etc. Restent des modèles probabilistes et il y a une malchance sur X que le contenu que tu serves à ton lecteur soit pas le bon, soit faux, soit factuellement faux, comme ChatGPT, ça lui arrive, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs. Il faut faire attention à ça. Donc le fait de créer automatiquement le contenu n'enlève pas le travail humain qui doit être fait. C'est-à-dire que c'est plus le même. Le travail humain n'est plus le même. Ça va s'améliorer. Oui, ça va s'améliorer. Ces probabilités, c'est des... Voilà, on va passer peut-être de 99 à 99,9, puis à 99,99, etc. Plus ça va être puissant, entraîné avec de la data. Et je veux dire, même l'humain est faillible quelque part. Je veux dire, des fautes dans les titres, il y en a tous les jours. Totalement, mais ça reste une machine. Et on n'a pas le même rapport à la machine qu'à l'humain. Ouais. Et à partir de quel moment on décide que la machine vraiment répond comme il faut ? C'est-à-dire qu'on se dit à 99,999%, on la laisse toute seule, ou il faut encore un 9 derrière. À quel moment on se décide à se dire, voilà, je peux te faire un parallèle avec l'IA dans les médical, dans les voitures ou dans les voitures. À quel moment tu te dis, l'IA doit être autonome ? Pour moi, à partir du moment où c'est plus fiable qu'un humain, je veux dire, tu sais, alors je sais pas comment le calcul, je vais peut-être mal le formuler, mais tu sais que voilà, il y a X accidents, les probabilités d'avoir un accident sont de X%. À partir du moment où la machine fait mieux. Oui, mais s'il y a un accident, qui est responsable du coup ? Et ça entraîne tellement de questions derrière. Ça entraîne, oui, bien sûr, ça entraîne plein de questions, mais c'est des probabilités. Je pense qu'on peut les mettre aussi sur les humains. Après, c'est peut-être pas les mêmes conséquences. Non, mais voici, on est d'accord, et c'est à ce moment-là. Alors, toutes ces questions-là, c'est vraiment des questions qui sont en ce moment, qui foisonnent chez tout le monde. Voilà, c'est une pleine réflexion parce que on est quand même mis face à une technologie. Je parle là de l'IA générative, qui en 2 mois a explosé à la tête du monde. ChatGPT est sorti et là, le monde entier voilà, s'est pris ça dans la tête et a trouvé ça... Ça explose un peu le cerveau quand même, tout ce qu'il peut y avoir quand tu creuses. Etc. Voilà, et on n'en a pas encore réellement la vision de tout ce que ça va nous engendrer comme bien ou de mal, en fait, j'ai envie de dire, aussi bien dans le monde du travail mais même dans l'humanité tout entière. C'est notre civilisation. On n'arrive pas à voir, ça va trop vite. Réellement, ça va vraiment trop vite. C'est-à-dire que cette explosion à la face du monde de ChatGPT qui... Alors, attention, c'est pas l'IA généraliste, c'est pas quelque chose qui donne l'apparence. Quand tu dis généraliste, ce serait quoi ? Un peu omnisciente sur n'importe quel sujet ? C'est l'équivalent d'un être humain. Ouais. Voilà, c'est une IA forte, ce qu'on appelle une IA forte. Les IA fortes, on est très 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 loin. C'est-à-dire que, je vais encore citer Yann Lequin. Yann Lequin, il y a quelques années, disait, voilà, si à la fin de ma carrière, je serais content si jamais on arrive à faire une IA qui a le bon sens ou le sens de la réalité qu'aurait un rat. Et même ça, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que on est très très loin. Mais d'avoir une IA... Pourquoi ? Parce que, pardon, mais un rat alors, l'exemple ne doit probablement pas être trivial, j'imagine, s'il le prend, mais c'est parce que un rat, il va réfléchir sur plein de plans sentimental, émotion, réflexion, et qu'on n'arrive pas... Parce que tous les cas qu'on a d'IA, elles sont beaucoup plus intelligentes qu'un rat, sont capables de gagner... aux échecs, sont capables de résoudre des problèmes. Non ? C'est pas plus intelligent, en fait. Ils sont intelligentes sur une tâche.
C'est vraiment ce côté généraliste, en fait. Ce côté généraliste, on n'arrive pas à le reproduire. Et parce que déjà, il y a un problème de fond. C'est-à-dire que, quelle que soit l'IA n'a pas connaissance du monde réel physique actuel. D'accord. Ton intelligence, mon intelligence, l'intelligence du rat, l'intelligence de tous les êtres vivants sur Terre, c'est pas qu'une intelligence computationnelle. C'est pas que des neurones qui vont calculer quelque chose, tu vois, si on peut réduire à ça les neurones, et c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi une appréciation physique de ce qui nous entoure. On peut très bien dire que le monde n'est qu'une illusion, voilà, etc. Mais notre intelligence découle d'interactions avec l'extérieur. Que l'IA, alors après, on va dans des trucs philosophiques, oui. mais c'est des sensations. Enfin, je veux dire, c'est la vue, c'est des images qui sont traitées, c'est une information, les odeurs, etc. Tout ça, au final, c'est des informations dont on pourrait nourrir la machine. Alors, la vue, c'est déjà en partie, puisqu'on fait du computer vision. C'est une des branches de l'IA, d'ailleurs. En remontant dans l'IA au-dessus du NLP, du machine learning, etc., il y a le computer vision, où justement, on essaye de faire apprendre à la machine à savoir ce qu'elle voit, à comprendre ce qu'elle voit. Mais la machine, en l'occurrence, ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'on va l'entraîner, ou elle va s'auto-entraîner à reconnaître des choses, mais ça ne va pas aller plus loin. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple de la conduite autonome. Donc, il y a forcément une vision d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas une vision comme nous avec les yeux. Non, c'est des radars, le fameux lidar, etc. Mais ça reste, on peut comparer ça à la vision, mais ça reste très précis sur un cas d'usage qui est défini. C'est-à-dire que détecter des obstacles, déterminer leur mouvement, etc. Tu peux te retrouver, toi, en tant qu'être humain, face à une situation que tu n'as jamais connue. Et pourtant, tu vas t'en tirer. Ouais. Je suis pas sûr qu'une IA s'en tire. Ouais. Et c'est pas juste brancher toutes ces IA entre elles ? Alors non, parce que sinon on aurait déjà fait, je pense. Je pense qu'il y aurait certains chercheurs dans certains labos qui l'auraient fait. Non, c'est pas qu'une histoire de ça. Encore une fois, c'est cette connaissance du monde que tu as et qui te permet d'améliorer à chaque instant, toi, ta façon de penser et ta conscience que tu as de toi-même. Parce que ça te permet ça aussi. La machine ne l'a pas. Et pour avoir approché pas mal de scientifiques et de chercheurs l'année dernière pour faire mon mémoire, j'en ai aucun qui m'a dit on est proche de ça. Clairement. On est très très loin, à 100 milliards d'années-lumière de ça pour le moment. Après, encore une fois, l'avenir, on ne sait pas. Exactement. Mais donc il y a quand même un peu j'ai l'impression que la sortie de ChatGPT notamment... on était presque dans un truc où se dire ça y est, en fait, il y a le robot a pris conscience de lui-même. Et je voudrais justement parler je crois que c'était il y a 15 jours, au moment où on enregistre, un article du New York Times avec un journaliste du New York Times qui a une conversation donc avec Sydney, donc qui est l'IA de Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui a investi assez massivement dans OpenAI, et je pense que c'est un des meilleurs coups du siècle, en tout cas sur ces dernières semaines. Bref, ils vont intégrer, pour simplifier, ChatGPT dans Bing, et donc Sydney. Et donc ce journaliste a une conversation, et la conversation, elle est absolument, je ne sais pas si c'est délirante ou effrayante, mais on finit dans l'article, le robot, donc Sydney, finit par déclarer sa flamme. Alors le journaliste l'entraîne un peu dans ses questions à lui parler de qui il est vraiment, son shadow self, t'as vraiment l'impression que le robot a conscience de lui-même, de sa condition de robot, de ce qu'il aimerait faire, etc. Est-ce que pour toi, c'est scripté et c'est genre un easter egg des programmateurs, ou est-ce qu'il y a un début de conscience du robot? Alors, est-ce que... Tu l'as lu, hein, cette discussion. Et puis, il y en a eu d'autres aussi. Et il y en a une qui était, alors pas avec GPT, mais qui était avec Lambda, en fait, pendant l'été, où le chercheur qui était chez Google a dit Lambda est conscient, etc. Il s'est fait virer, Google l'a viré. Oui, je me souviens effectivement l'été dernier de ça. Donc, je vais te redire la même chose. C'est un modèle probabiliste. Et quand tu lis la conversation qu'il a avec ce journaliste l'entraîne à parler de tous les sujets dont tu me parles. Et donc, le modèle probabiliste, tu vas lui donner une phrase, tu vas lui poser une question, il va voir qu'il y a un point d'interrogation. Il va chercher les mots qui correspondent le plus statistiquement aux mots qui sont dans ta question. Et plus tu continues dans la conversation, parce que c'est ça les IA conversationnelles, tu restes dans un espèce de cocon, tu vas pas sur d'autres sujets, donc il va aller de plus en plus loin dans la thématique que tu lui imposes. Et ces modèles probabilistes, en fait, ils ont plein de soucis, mais ils en ont un vraiment de base, c'est que
on leur a pas appris à dire non. Et on leur a pas appris à dire « je ne sais pas ». Si on leur dit pas spécifiquement, si on leur apprend pas spécifiquement à ne pas répondre à certains types de questions ou à éluder certaines questions ou à dire « je ne sais pas », ces IA vont essayer de te répondre à chaque fois. Donc, probablement, dans les algos, dans tout ce qui a été son entraînement, le modèle a reconnu des phrases qui ont fait revenir d'autres modèles de phrases qui répondaient à ces types de questions. Et donc, si tu vas certainement peut-être dans la littérature de science-fiction ou voilà, dans ce genre de choses-là, tu vas peut-être trouver des discussions, des réflexions équivalentes avec un dialogue homme-machine qui serait équivalent à ce qu'il y a eu. Je reste vraiment sur la ligne, c'est de la probabilité. Le modèle a calculé la probabilité que tel mot arrivait après tel autre, dans tel contexte, dans telle phrase, etc. Il a continué à aller tant que tu ne l'arrêtais pas, puisqu'il n'y avait rien qui l'arrêtait. Ces modèles ne sont pas faits pour s'arrêter si on ne les arrête pas. Ils ne démarrent pas tout seuls et ils ne s'arrêtent pas. Ouais. Il faut leur dire de s'arrêter, en fait. Si tu continues à poser des questions sur la même thématique, et tous les problèmes de ChatGPT, c'est là, on voit beaucoup de choses c'est sur Internet, voilà, des gens qui posent la question à ChatGPT, quelles sont les 5 femmes premières ministres de la 5e République en France ? Il n'y en a pas eu 5, il y en a eu 2. Sauf que ChatGPT n'a pas été entraîné non plus spécifiquement à répondre à ces questions. Donc maintenant, il l'est. Mais au moment où on l'a posé, pour lui, tu lui demandes 5 noms, il va te donner 5 noms. Ouais. Il va donc te donner les 2 premières, Edith Cresson et Elisabeth Borne. Et puis après, il va t'inventer des noms. Soit il va prendre des femmes politiques, voilà. Ouais, le premier plan. Parce que, encore une fois, ça reste de la probabilité. Donc pour toi, vraiment, pour revenir à la question qui était déjà une digression par rapport à ma première question, mais c'est pas très grave. Oui, c'était juste probabiliste, il se réfère à des types de discussions, c'est presque pour faire plaisir, pour avoir du répondant, mais en aucun cas, c'est un début de conscience de la discussion. C'est un fantasme à ce stade. Ouais, on est très très loin de ça. Ouais. D'accord. On est très très loin et je suis pas certain qu'on y arrive vraiment un jour pour le moment. Ça on verra. J'espère pas, mais en même temps, pourquoi t'espères pas? Je sais pas, j'ai trop de Skynet, quoi. Tu vois, Terminator, Matrix, Terminator. Tu te dis que ça peut forcément mal tourner. Mais en tout cas, on n'y est pas. C'est une belle illusion, c'est probabiliste, mais c'est très très bien fait. Hein. Et encore une fois, il y a aussi quelque chose à prendre en compte avec les IA conversationnelles. Elles sont faites pour plaire aux humains. Hein. Contrairement aux IA génératives qui sont là pour générer du contenu, l'IA conversationnelle, c'est l'IA générative plus une couche de conversation entre un être humain et une machine, et ça doit plaire à l'être humain. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus, c'est-à-dire que les concepteurs ont choisi des modèles, ont choisi d'entraîner ces modèles-là aussi dans ce but de te plaire dans les réponses, que tu acceptes ces réponses. Il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que dans la conversation du New York Times, encore une fois, je ne connais pas le journaliste, je ne sais pas comment il est, etc. Mais on voit bien qu'il l'entraîne là-dessus. Clairement. Et la machine lui fait plaisir. Il le pousse là-dessus. Et la machine, après, c'est marrant parce que des fois, le robot dit qu'il veut arrêter, mais bon, le journaliste le pousse. Et puis après, on dirait qu'il est en roue libre après. Oui, non, mais une fois que tu as dépassé un certain stade, en fait, il n'a plus de limite. Encore une fois, il ne s'arrête pas. Ouais. Il y a un très bon exercice. Hein. Alors, ils ont peut-être corrigé ça, mais sur ChatGPT, tu lui disais que 2 plus 2 égale 5. Il te disait non 4, et puis tu continues la conversation en lui disant 5, ma femme m'a dit que c'était 5, et ma femme, je la crois, etc. Tu vas très très loin dans ça, et tu arrives à lui faire dire que 2 plus 2 égale 5. Ouais. C'est vraiment les limites de l'IA générative, elles sont là. Ok, bon, ça c'est intéressant de faire le point. Je reviens à ma question initiale. Tu avais répondu, première partie, les usages de l'IA générative dans les médias. Génération de texte, donc on se l'est dit. Est-ce qu'il y a d'autres usages ? On a assez peu parlé là, des images, de l'illustration. Ouais. Alors ça, c'est ce que j'appelle plutôt du texte ou quelque chose. Alors ça peut être du text-to-text aussi, hein. Ça veut dire que tu vas faire un niveau individuel. Alors c'est plus de l'automatisation comme avec la data, c'est plus un niveau individuel, que ça soit, je sais pas les journalistes, mais en tout cas des gens qui produisent du contenu généralement. Appelons-les les producteurs de contenu. Voilà, les producteurs de contenu. Des rédacteurs. D'ailleurs, ça se fait beaucoup, hein, pour pas se voiler la face. Bah voilà, tu as besoin d'avoir un contenu, je sais pas moi, sur la mécanique quantique. Tu as besoin de faire le point, d'avoir un petit article sur la mécanique quantique ou un paragraphe ou 2 sur la mécanique quantique. Bah, tu lui poses la question, écris-moi un paragraphe sur la mécanique quantique qui décrit, je sais pas, les premières lois de la mécanique quantique. Enfin, je dis des bêtises, hein, mais tu vois. Non, voilà. mais j'ai vu ces use cases, et ce qui était marrant, c'est que dans le prompt, c'était, il faisait plusieurs... D'abord pour un enfant de 5 ans, voilà. Puis pour un enfant de 8, puis pour un ado, puis pour un adulte, puis pour un scientifique. Donc, et voilà, et du coup, tu peux multiplier comme ça les cas et avoir du contenu facilement vérifiable, parce que faut faire attention.
Encore une fois, c'est des probabilités, il peut te dire des bêtises, donc il faut que ça soit vérifiable. Et puis, tu peux avoir du contenu qui est décliné. Voilà, assez facilement, de la même manière. Tu peux même dans différentes longueurs ou différents publics. Différents publics. Tu peux toi-même, en tant que rédacteur, journaliste, ce que tu veux, avoir à faire un article et d'avoir besoin de le réécrire, en tout cas d'en faire un résumé, etc. Et ça se fait très très simplement, ou ressortir les entités ou les occurrences pour le SEO, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, c'est fait. Et puis, à côté, tu as aussi tout ce qui est images et vidéos et son. Alors là, les modèles de langage sont utilisés comme étant l'interface entre l'homme et la machine. Réellement, et après tu as un autre processing pour faire l'image en elle-même, pour faire le son, pour faire la vidéo, mais ça reste ça, c'est-à-dire que toi tu parles en langage naturel, je voudrais une image, c'est type DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion, je veux une image d'un chat qui est sur un canapé en train de dormir, tu tapes cette phrase-là, et il va te faire une image d'un chat, donc il va t'en faire 4 en général, voilà, il va te proposer 4 trucs, et puis toi, à toi de dire celle que tu veux, et puis voilà, est-ce que tu veux à toi de la retravailler ou pas, donc ça c'est des cas que tu peux utiliser. Et dans les médias, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment commencer à étudier, c'est de regarder comment justement ces technologies, ces outils d'IA générative peuvent permettre à un contenu de vivre différemment et sur plusieurs supports et sur plusieurs formes. Je m'explique. J'ai fait un papier à lire, il y en a pour 16 à 20 minutes, c'est un papier d'enquête très fouillé. Sauf que ce papier-là, moi, Olivier, je suis dans le métro, j'ai pas le temps de le lire en fait. Je voudrais bien le lire, le sujet m'intéresse, j'ai pas le temps de le lire. Je vais demander à la machine, fais-moi un résumé du papier pour qu'il soit tenu en 3 minutes, voire même, lis-le-moi pour que ça tienne en 3 minutes. Et ça, les technologies d'IA générative peuvent le faire. Il y a beaucoup de travail encore, mais il faut brancher toutes les bonnes briques. Ça se fait pas, attention, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas un claquement de doigts et ça marche, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus, il y a quelque chose à travailler. Je suis pas le seul à penser ça, on est plusieurs à penser ça, que là, il y a quelque chose à travailler pour les médias, en tout cas pour les éditeurs, de pouvoir... en commodité, quoi, permettre la diffusion de leur contenu. Mais est-ce que c'est l'éditeur qui doit le permettre, ou c'est un tiers, ou c'est intégré directement dans l'assistant dit Siri, donne-moi un résumé audio de tel article. Ça peut être intégré, ça peut être un peu partout. J'aurais tendance à dire que si on intègre ça dans les grandes plateformes, c'est un peu la mort des éditeurs encore un peu plus. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne solution, même si, tu vois, t'en parles et je pense que les plateformes l'ont déjà largement pensé. C'est déjà une idée sur laquelle elles travaillent. Toutes les questions derrière, pardon, je reviens, mais sur ce qui concerne les éditeurs, hein, sur les droits voisins, tu vois. Sur les droits, alors l'IA, si on peut faire juste une petite digression sur les modèles de langage, en tout cas, je ne vais pas aller plus loin que les modèles de langage parce qu'il y a d'autres choses encore, mais sur les modèles de langage, comment ils sont nourris, comment ils se nourrissent du contenu qui a été fait par d'autres, là, il y a une vraie question. C'est-à-dire que parce qu'on a parlé de ça aussi sur les images. Hein. C'est surtout générer des images donc originales, mais quand les moteurs ont été entraînés en utilisant des vraies images d'artistes, il y a un problème intellectuel quand même derrière. Le même problème existe pour les textes. Ouais. C'est le même problème. La musique, c'est pareil. C'est entraîné sur de l'existant. L'IA générative ne génère du contenu que sur du contenu qui est existant, sur de l'apprentissage qu'elle a eu. C'est du contenu original parce que c'est pas une copie conforme. Quand tu lui demandes de faire un chat sur un canapé, il rassemble en gros tout ce qu'il a pu voir de chat sur le canapé et il en fait une image. Est-ce que si tu lui demandes de faire ça à la Picasso, il va te faire ça à la Picasso. Mais tu as le même problème sur les textes. Les textes, il est entraîné sur Wikipédia, mais pas que. ChatGPT, quand on lui demande de citer ses sources de presse, il va citer quasiment tous les médias. Donc je ne sais pas s'il a été entraîné sur tous les médias, mais quasiment tous les médias ont été à un moment donné scrappés, le contenu analysé. Alors attention, c'est pas comme Google, c'est pas de l'indexation, c'est pas non plus une base de données quelque part où tous les contenus sont mis. C'est de l'apprentissage, c'est-à-dire une fois qu'il est passé sur ton contenu, il a appris ce que c'était que ce contenu, terminé. C'est fini, il revient plus. C'est comme un être humain qui va lire ton contenu. Là, il y a un vrai souci aussi de droit, en fait. C'est d'ailleurs le souci qu'ils ont sur les images, mais le souci sur les textes. Effectivement, il y a un problème de droit, mais comment tu peux dire qu'il a enfreint les droits en étant qu'un lecteur à un moment donné ? Est-ce que le schéma d'inférence qui ressort après l'apprentissage, le réseau de neurones qui a appris de ton texte, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu as un droit dessus ? Ou pas ? En fait, là, la vraie question de droit, elle est là, en fait, pour le moment. Et alors, en France, on a les droits voisins.
des syndicats d'éditeurs, etc., réfléchissent à pourquoi pas essayer de faire appliquer ces droits voisins, voilà, à des gens comme OpenAI, etc., qu'on applique déjà à Google, qu'on applique déjà à Microsoft. Pour moi, ça serait logique. Voilà. Après, encore une fois, en termes de droit, c'est compliqué. C'est pas la même chose. Ouais, donc bon, c'est une bonne aparté, mais c'est un bon sujet et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Non, ouais. Je reviens donc sur ce use case, tu dis, de génération de texte. Et évidemment, elle est intéressante. Donc, il y a ce use case que tu décrivais qui peut être sympa de résumer sous différentes formes un article. Il y a cette génération d'articles pour un rédacteur. Est-ce qu'on peut justement repérer, parce que j'imagine que c'est déjà le cas, alors évidemment pas dans les bons médias, tu vois, en disant ça, mais dans les mauvais médias, mais des trucs sur, tu vois, sur des trucs sur du lifestyle, du people, des choses un peu légères où tu dois vraiment générer énormément d'articles, je pense à des BuzzFeed, etc. C'est un peu simple, surtout que tu le disais, à la Picasso pour des images, tu peux créer un truc dans ton style. Tu peux entraîner ton chat GPT à faire un article à la Olivier Martinez, à la François Desfossés. On peut repérer ça ? Alors, en fait, on peut repérer, mais ce dont tu parles quand tu entraînes une machine à générer du texte selon toi ou moi ou tel truc, ça devient très compliqué à repérer. Ce qui est facilement repérable, en fait, surtout avec ChatGPT, c'est quand tu lui poses une question sans contexte, sans lui donner d'autres éléments, etc., il va toujours te sortir à peu près un texte assez plat. Ouais. Moi, je disais à un moment donné que ça manquait d'âme. Voilà, je ne sais pas comment définir ça autrement, mais tu sens qu'il y a un truc, c'est totalement plat. Il y a une espèce de construction où à la fin, il reprend ce qu'il a dit en disant en résumé, en fin de compte, etc. Et il te reprend les trucs, ce que ne fait jamais un être humain. Ouais. Pareil, trop lisse, quoi. Ouais, trop lisse. Et puis, tu as des choses comme des répétitions ou de la récursivité. C'est-à-dire que pour continuer son raisonnement, il va te reprendre l'idée qu'il a développée dans un paragraphe précédent, mais au lieu d'y faire allusion, il va te la redévelopper entièrement. Ça, un humain ne le ferait pas. Un humain, clairement, ne le fait pas. Et d'ailleurs, quand toi, tu fais faire un texte par l'IA et que tu vois ça, c'est le premier truc que tu fais sauter dans le résultat. Ça n'a aucun intérêt. De tes trois phrases, t'en fais une demi qui parle le truc. Donc, tu as ces trucs-là. Moi, je ne suis pas totalement d'accord, mais beaucoup de gens disent il n'y a pas de faute. Donc, oui, alors c'était une manière de repérer pour les étudiants. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui ont repéré ça parce que d'un coup, il y a plus de fautes dans les copies des élèves. Oui, il n'y a plus de fautes. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un bon marqueur. C'est un bon marqueur à un moment donné pour peut-être des cas très particuliers. Oui, des étudiants. Premier niveau, on va dire des trucs très premier niveau. Voilà. Et de toute façon, s'il n'y a pas de faute, ça veut dire que qu'ils ont tous à peu près le même contenu. Ça veut dire qu'ils ont tous à peu près posé la même question. Ça veut dire que en fait, le contenu est quasiment identique. Ouais. Bien sûr que ça a changé, hein, c'est pas le même, hein, mais tu vois bien que il y a pas assez de différence entre le style, de construction. En fait, oui, c'est qu'un marqueur comme un autre, mais c'est pas ça qui va Et puis, avec tous les outils qu'on a maintenant de correction, OpenAI en a sorti un avec un classifieur, etc. Ouais, qui permet d'espèces de garde-fous, voilà. de tester. Mais alors, il y a plein d'outils, il y a plein de gens qui ont sorti des outils. C'est l'IA contre l'IA, donc c'est probabilité contre probabilité. Ouais. J'ai envie de te dire. Ouais. Donc, on retombe sur le même problème. Moi, j'ai fait plusieurs tests. Alors, je m'étais amusé à faire au début, c'était mi-décembre, je crois, des tests avec deux outils. Un qui datait de GPT-2, un autre qui était un outil payant. Donc, pour voir comment il analysait les textes. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps avec beaucoup plus d'outils. Ça ne marche pas très bien. Il ne faut pas se baser sur ça pour dire qu'un texte a été écrit par l'IA. En anglais, ça marche mieux. Hein. En français, ça marche vraiment pas bien. Oui, ça voilà. Comme souvent dans Parce que ça viendra. Moins grosse base, moins d'entraînement. Ils ont été moins entraînés là-dessus pour reconnaître. Mais il y a surtout ce côté probabiliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai donné un test de Faulkner à ces outils. Voilà, j'ai pris 2 paragraphes de Faulkner que j'ai trouvé sur Internet, tu vois, d'un livre de Faulkner. Là, je l'ai mis. Et donc, j'ai la plupart des outils qui m'ont dit que c'était pas entièrement humain, voire carrément de l'IA. Et là, tu te dis... Bon, donc le truc fail absolu. Je ne peux pas l'utiliser. Après, j'ai pris un truc que j'ai écrit moi-même. Donc, là, c'est pareil. Ça dépend des outils. Il y en a qui vont me dire, tiens, on dirait que c'est humain. Ah non, tiens, on dirait que c'est un peu l'IA. Ah, je suis sûr que c'est humain. Je suis sûr que c'est l'IA. De toute façon, à partir du moment où tu n'es pas sur des trucs de plus de 95%, machin, c'est... Ah, mais enfin, voilà, c'est même plus que... qui servent à rien. C'est même plus que 80... Enfin... Pour moi, je ne considère que ces outils ne peuvent donner un résultat que s'ils sont à plus de 99%. Sinon, c'est un doute. Il y a un doute total. Et le doute sur l'écriture du texte
doit profiter, j'ai envie de dire à l'accusé, mais c'est pas ça, c'est même pas ça en fait. Il y a un truc qui est derrière aussi qui me dérange un peu, c'est de dire que par défaut, les textes écrits par l'IA seraient mauvais. Ouais. Et les textes écrits par les gens seraient bons. Par les humains seraient bons. Désolé, il y a autant de textes pourris écrits par les humains qu'autant de textes pourris écrits par l'IA. Voilà, ça reste ça. Mais en tout cas, ces outils-là ne permettent pas d'avoir un jugement. Et il y a un autre fait qu'il faut prendre en compte sur ces outils-là, c'est-à-dire, bon, il y a celui d'OpenAI qui est jugé parti, mais ils sont tous à peu près jugés parti. C'est-à-dire que beaucoup de ces outils-là sont des outils qui sont développés par des sociétés qui développent elles-mêmes des technologies d'IA générative. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu fais un texte avec leur IA à eux, ils ne le détectent pas comme IA parce qu'ils te disent tous que c'est vraiment le plus proche de... Voilà, et que tous les autres textes que tu vas leur mettre dedans, dès qu'il y a un petit doute, c'est l'IA forcément. Il y a un biais business ou fierté ou on ne sait pas. Mais... Moi, je verrais ça plus pas sur OpenAI. Je pense qu'OpenAI, c'est vraiment un classifieur qui est bien fait, etc. Sauf qu'en français, ça marche très très mal et qu'en anglais, c'est perfectible encore. D'accord. Et donc, dur de le voir. Est-ce que tu as parlé à des journalistes dans des rédactions, etc. Est-ce que comment c'est accueilli? Parce que bon, il y a toujours ce fantasme, on en avait parlé. J'avais eu Gaëtan Front de 20.ai ici pour parler un peu de robots rédaction, etc. Évidemment, l'idée, c'est pas de remplacer, parce que c'était sur des use cases très précis. Là, j'ai l'impression que là, tu vois, la question se pose, etc. Ça peut faire peur sur son métier de demain, etc. Comment c'est accueilli par les journalistes? Je vais dire un truc déjà, l'IA ne va pas remplacer les journalistes. En tout cas, pas maintenant. On en parlera dans 50 ans si on est toujours là. Mais après, évidemment, remplacer les journalistes, moi non plus, j'y crois pas. Mais sans contenu produit par des humains aujourd'hui, quelle partie pourrait être faite par une IA générative, soit pour des questions de rentabilité, soit pour plein de raisons, tu vois. Est-ce qu'un journaliste se dit demain, voilà, je dois changer ma manière de travailler, mon métier est en danger Alors, le métier est en danger, mais pas par l'IA. Je pense que ça fait des années que ce métier, je vais pas dire en danger, mais en tout cas, on tape sur ce métier depuis des années. Et les médias changent. Ouais. C'est très dur pour les journalistes, dans plein de médias, dans tous les médias, je pense. Ils sont un peu dépossédés de leur travail. Tu vois, quand tu parles d'IA générative, forcément, tu as la double peine avec l'IA générative. Tu as le côté changement de mon métier, et puis tu as ce que tu exprimais tout à l'heure, tu vois, le syndrome Terminator. Ouais. Tu as vraiment la double peine. Je pense que l'IA générative doit être vue par les journalistes comme étant un outil supplémentaire pour les aider, dans certains cas, à créer du contenu qu'ils n'auraient pas le temps de créer autrement. Qui a moins de valeur ajoutée, qui a moins de valeur ajoutée de leur article, voilà. Qui est... Tu as des choses, tu vois, par exemple, quand je te parlais tout à l'heure de data to text, on peut aussi parler, alors c'est pareil, c'est pas un secret, ça a été diffusé, l'équipe fait des articles, tu sais, il y a un article dans l'équipe, c'est que regarder aujourd'hui à la télé. Cet article-là, il est fait, il est fait par l'IA générative. Si je me souviens bien, ils travaillent avec l'Absense, ils font ça. Est-ce que ça avait une valeur ajoutée à la personne qui était tous les matins obligée d'écrire cet article? Tiens, à 18h, il y a le match machin contre machin sur RMC Sport. À 13h, il y a sur Eurosport, il y a ceci, etc. Est-ce que ça, c'est des contenus qu'on doit forcément faire écrire par des journalistes? Faire du bâtonnage de dépêche. Ouais, clairement, j'ai un souci, moi, avec ça. C'est que j'en ai vu beaucoup. Dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, ça détruit quand même des gens. Enfin, tu vois, faire du bâtonnage de dépêche à longueur de journée. Intellectuellement, c'est horrible. Intellectuellement, c'est le niveau zéro. Ça n'a aucun intérêt. Donc, est-ce que cette tâche-là pourrait pas être prise en charge, au moins en partie, par l'IA? C'est-à-dire, l'IA est capable de réécrire un texte, est capable de réécrire un résumé de texte, est capable de réécrire un titre, est capable de mettre des inters, est capable de proposer ces choses-là. Le seul truc que je dis, dans ces cas-là, c'est que de toute façon, on a besoin d'un humain pour valider après. Il ne faut surtout pas laisser l'IA toute seule. Oui, bien sûr, mais là, on parle peut-être d'un SR ou quelque chose. Non, mais même un journalier, mais en tout cas, pas quelqu'un qui va y passer 1 heure ou 20 minutes. Voilà, ça se fait en quelques secondes. Et en quelques secondes, est-ce que ce travail-là, qui était peut-être donné à des journalistes, souvent jeunes, qui sortaient d'école, qu'on faisait bûcher là-dessus, peut-être qu'on pourrait le faire autrement. Donc ça, c'est ça. C'est un peu ce que... Voilà, c'est une aide. Enfin, encore une fois, je pense que ces technologies sont une aide. Après, je comprends totalement la peur que ça peut engendrer, parce que
quand on vient te voir et te dire tiens, François, tiens, Olivier, une partie de ton travail, on va l'automatiser, à quoi tu penses ? Tu penses aux années 70, 80, 90, quand les cols bleus, on leur a dit la même chose. Exactement. Et l'industrie a été les robots, l'arrivée des robots, l'automatisation, sur les etc. lignes de production. Et nous tous, dans nos métiers de col blanc, pendant très longtemps, on s'est dit ce sera impossible d'automatiser ce que je fais. C'est impossible, ça vient de mon cerveau, c'est du jus de cerveau. Mais il y a une partie de ton jus de cerveau qui est quand même automatisable. Et donc ça déstabilise. Et ça déstabilise pas que les journalistes, ça déstabilise beaucoup de gens, moi y compris. Quand j'y pense, je me dis, il y a une partie de mes tâches que déjà j'automatise, mais que je peux automatiser encore plus, quoi. C'est ça. Et c'est donc le truc à trouver, c'est de trouver le bon curseur. Où est-ce que tu mets les choses et pourquoi tu le fais ? Je pense que déjà, il y a un truc qu'il faut faire dès le début quand on intègre de l'IA dans les rédactions, dans des process de génération de contenu pour les médias, c'est qu'il faut intégrer les équipes rédactionnelles et leur montrer ce que c'est. Leur dire comment c'est fait. Que ça ne soit pas une boîte noire. La pire des choses à faire avec l'IA, c'est de faire ça dans un coin, faire ça par des devs dans un coin, faire que ça fonctionne, et le mettre en prod sans en avoir parlé, à part à la chefferie. Je pense que quand on comprend comment ça marche, quand on voit les limites, quand on appréhende ce que c'est, on a déjà beaucoup moins peur. Et non, mais t'as tout à fait raison. Je me disais, il faudrait presque mettre dans les conférences de rédaction ChatGPT. En tout cas, dans le sens où je sais plus où j'avais entendu ça, je trouvais ça hyper original, mais ça devait être sur le podcast de Mathieu Stéphanie, mon associé sur Génération Do It Yourself, où il a reçu il y a quelques temps Paul Mougineau, qui est un artiste et entrepreneur autour de ça, et je crois que c'était là-dedans où ils avaient la discussion, parce qu'en fait, il peut des fois un peu bousculer les choses et l'interroger, il pourrait trouver des idées, d'angles, en tout cas, se dire qu'il fait partie de l'équipe. En tout cas, c'est un outil qui peut aider, qui peut être là, et effectivement, et ce côté, l'intégrer très tôt versus le faire en boîte noire, ça faisait un peu résonance. Oui, non, mais tu as raison, tu as raison, j'y avais pas réfléchi, mais oui, ça peut être une chose. Et encore une fois, les outils d'IA générative sont aussi faits pour augmenter les capacités d'un être humain. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Exactement. Si c'est bien utilisé. C'est-à-dire que de ton papier, tu peux en tirer, de ton long papier, de ta longue enquête qui t'a demandé, je sais pas, 3 semaines, tu vois. Et ça, ce travail d'enquête, d'investigation, de recherche, ça ne peut pas être fait par une machine. Ah ben, absolument pas. Donc elle est là, la valeur, en fait. La valeur, elle est dans ta vraie valeur de journaliste. On m'a plusieurs fois reproché, quand je parlais des journalistes, il y a encore pas longtemps, de dire que la valeur du journaliste, ce n'est pas qu'à ça non plus, c'est aussi un style, c'est aussi une écriture, etc. Désolé, la machine est capable de reproduire un style. On se l'est dit sur les images, mais c'est aussi sur les textes. Tu peux demander d'écrire un texte. Et demain, j'imagine qu'on aura tous notre script ChatGPT qui permettra de générer quelque chose dans son propre style. Tu as déjà des outils qui te permettent de générer du texte dans ton propre style. Il suffit de les nourrir avec ce que tu as déjà fait. Ouais, voilà. Donc, après, il faut avoir un style à la base, tu as raison. Oui, mais j'aime bien l'idée de se dire quand même que demain, la vraie valeur d'un journaliste, elle est dans l'angle, dans la recherche d'un sujet. Tout ça est augmenté d'une IA sur croiser, aller trouver de la data, aller trouver... Oui, il y a un cas dont on n'a pas parlé, parce que c'est vrai que c'est pas de l'IA générative, et j'ai moins travaillé dessus, mais tu as l'IA qui aide les journalistes à faire des enquêtes. C'est-à-dire que quand tu as une masse énorme quand il y a des données, leaks, etc., c'est du big data. L'IA, quand tu as du big data, tu donnes ces data dans du machine learning qui est non supervisé, il va te trouver des corrélations que tu aurais mis peut-être des années, toi, à trouver. Alors, c'est un autre pan de l'IA, c'est pas du tout la même chose, mais l'IA est aussi là pour ça. Il y a des médias, principalement aux États-Unis, qui utilisent l'IA pour ça, pour fouiller dans les données, pour voir des schémas qui apparaisseraient, que toi, en tant que journaliste ou groupe de journalistes, tu aurais mis, je sais pas, plusieurs mois à voir apparaître. L'IA fait ça assez rapidement, en fait. Ouais. C'est pas en 2 minutes, mais par rapport à un être humain, c'est sans commune mesure. Donc, il y a ça. Mais sur l'IA générative, encore une fois, je pense que c'est une aide, qu'il faut le voir comme une aide, qui n'est pas obligatoire non plus, mais qui permet aussi quelque chose
Tu vois, il y a des choses qu'on fait des fois sur des sites, des résumés d'articles, etc. Mais si tu les fais automatiquement grâce à l'IA, une fois que tu as écrit ton article, c'est très bien. Ta personne, t'es pas obligé de te retaper toi-même un résumé que tu devrais faire. Une version Twitter, une version Voilà, Facebook. les mots-clés pour le SEO. Enfin, tu vois, t'as plein de choses dans un CMS que tu peux automatiser, dans un CMS d'un média que tu peux automatiser. Donc, en fait, il faut voir ça vraiment comme un supplément. Voilà. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui va remplacer le travail. Et tu dis qu'on peut ne pas utiliser, mais il y aura toujours quelqu'un qui l'utilisera, qui sera meilleur que toi par cette augmentation. C'est le fameux mème qu'on a vu fleurir dès la sortie de ChatGPT, qui était sur Twitter, qui était c'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est quelqu'un qui utilise l'IA qui va te remplacer. Et ça, c'est quasiment évident. C'est évident. C'est pas un warning, c'est pas en disant attention. Là, je parle à tout le monde en fait, les médias, éditeurs, à la tech, les producteurs de contenu, journalistes. Voilà, c'est pas une mise en, c'est presque, enfin si, c'est un peu une mise en garde. C'est-à-dire que l'IA est là. Si vous l'utilisez pas, d'autres l'utiliseront et seront augmentés et ça va être compliqué. Moi, je vais te prendre un exemple. Alors, qui est côté technique et côté dev, il y a ceux qui utilisent Copilot et ceux qui ne l'utilisent pas. Et donc GitHub Copilot, c'est la version où tu peux commit des codes qui sont générés. Alors, tu peux faire plein de choses. En fait, Copilot, c'est un copilote. Il va t'aider à faire des lignes de code, basiquement. Il va t'aider à dev, ou il va faire tous tes commentaires, il va faire toute ta doc. Documenter ton code. Traduire d'un langage à un autre, vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, etc., etc. Et ça, c'est une fonctionnalité de GitHub. C'est une fonctionnalité de GitHub, et c'est à la base, c'est GPT aussi. C'est un modèle particulier de GPT qui s'appelle Codex, et qui est dédié au langage informatique, en fait. Mais ça, c'est l'exemple parfait de l'amélioration d'un développeur augmenté et qui gagne vraiment en productivité, il gagne en agilité et en souplesse pour son travail quotidien par rapport à quelqu'un qui ne l'utilise pas. Donc, c'est quelque chose que si toi, en tant que développeur, je pense que tu n'intègres pas maintenant, tu pourras très bien continuer à travailler. Je pense qu'il y aura toujours... on a une telle pénurie en plus de dev. Ouais, mais attention. Mais attention, à un moment donné, tu vas te retrouver face à des gens qui auront cette capacité, qui auront cette augmentation, et toi, tu ne l'auras pas. Voilà, c'est à toi de choisir. On parlait des images tout à l'heure. Je pense que pour les images, c'est pas les artistes qui sont les plus en danger. Je pense que sont, par exemple, les graphistes, qui sont aussi des artistes, mais ce que je veux dire, c'est pas ils vivent pas de leur art, ils vivent d'une activité de graphisme. Et oui, d'une espèce de production, en tout cas, alors peut-être pas industrielle, mais c'est la différence entre artiste ou artisan. Je pense qu'eux sont vraiment en danger. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas aller demander à un graphiste de te faire un petit logo ou que sais-je, ou une illustration pour un article sur les finances perso. Voilà, par exemple. Non, mais voilà, très bien. Tu vas dans Midjourney et dans Dali, tu tapes ta petite phrase, en 3 minutes, tu as ton illustre, qui est à côté carrément rien. Alors, ça pose plein d'autres problèmes, problème de droit, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais c'est une réalité. Et c'est la vraie réalité du truc, c'est là. Et c'est-à-dire que tu as beau t'arc-bouter en disant oui, mais moi, mon travail, c'est un travail humain et il est de qualité, et j'en doute pas, il est de qualité. Sauf que tu te retrouves en compétition face à quelque chose qui travaille en 2 secondes, et qui coûte rien, et qui est largement good enough par rapport à ce que ça a coûté et à la difficulté de l'économie des médias, etc. Bien sûr, etc. Et même pour tout le monde. C'est-à-dire que même pour un créateur de contenu qui voudrait se lancer, par exemple, pourquoi aller acheter des images dans une banque d'images, par exemple ? Elles aussi, elles sont en danger. Pourquoi aller acheter des images en stock ? Ça n'a aucun intérêt. Et si tu arrives à faire l'équivalent en quelques secondes, tu n'as pas besoin, quoi. Donc, c'est fou. Ça, c'est des vrais métiers et des vrais pans qui sont en danger s'ils sont pas intégrés. Donc ça veut dire que quoi, un artiste demain, enfin un illustrateur, il va se reconvertir en générateur d'images parce qu'il sera plus fort et comme il a un esprit un peu artistique. Et c'est là. C'est exactement là, c'est ta valeur ajoutée à toi. La valeur ajoutée quand tu es graphiste, c'est de savoir mettre des couleurs ensemble, des formes ensemble. Enfin, choisir la bonne et la retravailler. Et voilà. Et si tu apprends à parler à la machine, tu vas pouvoir lui dire tout ça. Et au lieu de passer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et tu passes un peu moins de temps, 30 secondes. Et donc, un illustrateur serait meilleur que moi, François, sur Dali ou sur une plateforme de génération parce que
il a une vision un peu artistique voilà, et que moi je ferais un truc basique, fais-moi un truc de bidon. Et... Je vais te prendre une analogie avec la photographie. Je m'intéresse beaucoup à la photographie, mais je suis nul. Non, je fais des photos pourries. Voilà, artistiquement, pas techniquement. Oui, non, mais pas techniquement. Ouais. Justement, c'est pas techniquement. Le bon photographe va utiliser les mêmes outils que moi, même appareil, quasiment. Il va utiliser Photoshop ou Lightroom. Il aura les mêmes, tu vois, le photographe de base. Voilà, il va se faire et il aura un résultat qui sera largement meilleur que moi pour plein de raisons. Parce qu'il sait faire une image, parce qu'il sait ce qu'il veut lui donner, parce que plein de choses, etc. Moi, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Hein. J'ai beau prendre des cours, voilà, je suis nul. J'adorerais, mais je suis nul. C'est comme ça. Et ben c'est ça en fait. C'est-à-dire que lui, il est meilleur alors qu'il utilise les mêmes outils. Je pense sincèrement que ça soit des outils de texte, musique, vidéo, image. Quand tu es à la base un journaliste, un graphiste, un vidéaste, un créateur, tu continueras à être meilleur que moi qui suis juste là, qui veut essayer les outils, mais qui n'est pas ça dans l'âme en fait. Voilà, tu vas insuffler quelque chose avec ces outils. Tu vas pouvoir t'en servir d'une manière que moi, j'arriverai pas à m'en servir. Je trouve ça hyper intéressant et hyper juste et vrai, et à la fois effrayant en termes de modèle économique parce que tout est remis en question, ou alors tu vois, ça va être un peu compliqué, et surtout sur la question des prompts, donc la capacité à interroger la machine. J'ai vu qu'il y avait une marketplace qui était sortie, parce qu'en fait donc c'est la qualité du prompt qui donne aussi donc la qualité de la requête, qui donne un peu la qualité du résultat, et qu'il y a des gens qui vendent en fait des requêtes, la manière dont c'est fait. Je trouve ça assez... c'est promptbase.com. J'ai découvert ça un peu en préparant l'épisode. J'ai un peu halluciné. Tu vois, c'est un des premiers business qui est apparu en fait quand l'IA générative est commencé à vraiment être développé, à être connu. C'était début de l'année dernière en fait, où tu as des outils comme c'était plutôt le milieu pour Dali et Midjourney, mais tu avais déjà des outils comme Jasper, etc., qui eux font du texte, qui étaient apparus. Et un des premiers business en fait qui est vraiment né, c'est des gens qui savent parler à la machine pour avoir exactement le résultat demandé, qui ont commencé à vendre des prompts. Alors ça montre un truc, ça, hein, c'est qu'on a beau parler en langage naturel à la machine, elle ne comprend pas totalement. Ouais, tu vois, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Et ça montre un deuxième truc. C'est que pour l'instant, ce métier existe. Le jour où on aura changé de modèle de langage, qui seront plus probabilistes, qui seront peut-être autre chose, et qui nous comprendra peut-être mieux, ou en tout cas, qui sera capable d'interpréter nos paroles telles que nous le pensons, tu n'auras plus besoin de prompt engineering. En fait, tout le monde sera prompt engineer. On n'en est pas là non plus. Hein. Non. Mais les modèles de langage qui nous permettent de parler en langage naturel à la machine, on voit bien ici leurs limites. C'est qu'il faut savoir leur parler d'une certaine manière pour obtenir un résultat très précis. Et avoir des idées aussi. Et le truc, c'est d'avoir des idées. C'est-à-dire que je parle côté créatif. Moi, je suis pas non plus écrivain. Je peux pas. Tu vois, je peux demander à ChatGPT de m'écrire un roman, mais si je lui dis ça comme ça, il va m'écrire 2-3 platitudes et ça sera pas un roman. Je pense qu'on touche quand même quelque chose du doigt là, qui est un peu essentiel sur le fait qu'effectivement tout ne va pas disparaître, tout ne sera pas remplacé par la machine. Tu l'as dit, c'est que ces idées, ce génie humain d'un truc très créatif, c'est juste fera la différence encore une fois entre les différentes personnes avec qui tu bosses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est totalement. Et je reviens sur ce Paul Mougineau qui avait eu Mathieu sur son podcast, qui est un artiste qui utilise l'IA et qui fait des œuvres d'art avec. C'est parce qu'il a des idées à la base qu'il arrive à en faire des œuvres d'art. Tu me donnes les mêmes outils, mais je reviens sur ton truc. Je vais juste, voilà, c'est de photographie. C'est que si t'as pas d'idée à la base, la machine elle n'exécutera pas parce qu'il n'y a pas d'idée derrière. Donc, et je trouve ça quand même plutôt positif, tu vois, parce qu'il y a plein de choses négatives qui peuvent faire peur, qui peuvent être un peu anxiogènes dans cette déferlante dont on vient de là parler pendant 1 heure, mais il y a quand même des choses positives. C'est que c'est différent, c'est des outils, c'est une révolution, mais il y a encore énormément de place à la créativité, et donc resserrer sur les métiers d'un journaliste, sur l'idée, l'investigation, etc., et être augmenté, aidé de cette machine, quoi. Ouais, totalement. Et il y a quelque chose qu'on a à peine évoqué, mais qui est aussi la nature même de ces IA. Hein. Pour le moment, elles sont entraînées avec certaines données, on ne connaît pas tout, on ne sait pas comment elles seront redressées ou pas, etc. Donc ça aussi, ça joue dans le résultat final. C'est-à-dire que
ChatGPT, il est entraîné pour te plaire, comme je disais tout à l'heure. Ça joue dans la manière. Si demain tu t'entraînes ton propre chat qui est pas fait pour te plaire, qui est fait pour t'aider mais pas pour te plaire, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc, tu as plein de choses comme ça qui font avancer ce pan de l'IA, en fait. On pourrait avoir son propre GPT, techniquement. Techniquement, c'est faisable, oui, bien sûr. D'accord. Ouais, techniquement, c'est faisable. Après, ça se fait pas en 2 minutes non plus, mais techniquement, bien sûr, tu peux prendre la base de GPT, faire ton propre assistant, chat, voilà, avec ta matière à toi, tes données, tes textes, comme je disais tout à l'heure, pour qu'ils puissent avoir ton style, par exemple, ou ne serait-ce que pour une entreprise, par exemple. J'avais demandé pour une entreprise, un média, ça peut avoir du sens d'avoir son propre modèle de langage? Ça dépend ce qu'on en fait. Toujours pareil. Moi, je travaille sur des questions de documentation d'entreprise. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans la documentation d'entreprise, mais grâce à des technologies comme des IA conversationnelles, une fois que tu as réussi à faire apprendre à la machine à lui donner à manger toute la doc que tu as dans ton entreprise, alors ça pose plein de problèmes parce que souvent c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes formats, voilà. Mais une fois que tu as dépassé ce problème-là, que tu as entraîné cette IA, tu peux avoir dans ton entreprise après tes collaborateurs, toi, tu peux interroger une base de connaissances en langage naturel et c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher dans des pages par des mots-clés ou des chapitres, etc. Tu tapes, j'ai besoin, c'est quoi déjà je sais pas, la réglementation pour les yaourts en pot que je dois exporter en Roumanie. Boum, tu tapes ça comme ça et tu as la réponse. Et c'est basé sur tes propres données. Et donc tu peux appliquer ça aux médias aussi. Oui, forcément. Tu peux appliquer ça aux médias. Encore une fois, ça se fait pas en un claquement. Non, claquement de doigts. Non, il faut du temps. Faut avoir des données qui sont assez structurées et saines. J'insiste aussi sur le mot données saines parce que sans données saines, on va pas loin. Mais voilà, oui, bien sûr, c'est possible. Et à une échelle individuelle, moi, je travaille aussi un peu là-dessus. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il faut donner à manger à l'IA pour qu'elle réagisse un peu comme moi, pour répondre à mes mails, par exemple, etc., pour qu'elle me fasse des propositions. Je ne veux pas qu'elle réponde automatiquement. Non, comme tu le disais, encore une fois. Je veux qu'elle me fasse des propositions, mais pas qu'elle te remplace. Et des propositions qui soient plausibles. C'est-à-dire que moi, ChatGPT, actuellement, il peut répondre à mes mails. Je lui dis réponds-moi, je lui donne le mail de départ, je lui fais réponds-moi, il va me faire une réponse qui sera bateau, qui ne sera pas celle d'Olivier Martin. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin, ça m'intéresse que... Moyennement. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est répondre à la manière d'Olivier Martinez. Ouais, avec du sens, le style, etc. Avec mon style tout pourri, etc. Mais peu importe, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, c'est moi. Ouais. Voilà, une espèce d'assistant. Très clair. On parle donc de GPT-3. On a beaucoup parlé, beaucoup de gens, alors 3.5 même. C'est 3.5. 3.5, pardon. Il y a GPT-4, alors j'ai vu plein de choses, c'est du fantasme, ça allait être des X millions de fois plus puissant, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quand est-ce que ça va sortir? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que ça va être encore un truc qui va tout casser? Alors, Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, il a calmé tout le monde. Je ne sais pas si tu as vu, mais lors d'une réunion publique, il a dit que nous serions tous déçus par GPT-4. Je pense qu'il répondait surtout aux gens qui s'étaient emballés depuis la sortie de ChatGPT et qui disaient le prochain modèle, ça va être de l'IA forte, ça va être de l'IA généraliste, ce dont on parlait tout à l'heure. Ça va remplacer l'humain, ça va être capable de... Non, je pense que déjà, ce n'est qu'un modèle de langage probabiliste, encore une fois, donc non, ça ne remplacera ni les humains. D'accord, donc il n'y a pas de gros sujet. Alors, il y a certainement un gros sujet. Après, comme tout a été dit et son contraire, on pariait sur un modèle qui serait X fois plus gros que le modèle de 3.5. Ouais. Donc ça veut dire qu'on était à 195 milliards, je crois, 175 milliards pour 3 et 3.5 c'est 195 milliards de paramètres. Il serait 100 fois plus grand. Donc tu t'imagines la taille du modèle. Donc ça il y avait une image sur Twitter qui tournait avec un petit rond et puis un gros. Ça fait un peu notre soleil face à Betelgeuse, une des étoiles les plus grosses qu'on peut voir. Il y avait ça. Encore une fois, les gens d'OpenAI ne sont pas discertes sur la question. Alors, ils ne disent pas grand-chose en vrai. Il y a beaucoup de gens autour, dont moi d'ailleurs, des commentateurs qui disent beaucoup de choses autour de ça. En vrai, on ne sait pas trop. Ce que je peux dire, c'est que oui, a priori, ce sera un modèle qui sera plus gros. Combien de fois plus gros, je ne sais pas. Que le fait qu'il soit plus gros, ça ne veut pas dire qu'il soit plus performant. On le voit avec Lambda ou Llama, là, ce sont des modèles qui sont équivalents, voire un peu plus petits des fois que GPT et qui fonctionnent mieux
en tout cas dans les tests qui sont faits, qui fonctionnent aussi bien, voire mieux que GPT-3, GPT 3.5, que ça fait un moment quand même que les scientifiques et les chercheurs disent que c'est pas tellement la taille du modèle qui va vraiment changer les choses, c'est plus dans la manière dont on lui apprend les choses, les données qu'on lui donne, la manière de lui apprendre la conversation qu'on peut avoir avec des êtres humains, l'appréhension de telle ou telle chose. C'est ça qui va faire un peu sa pertinence. C'est ça qui fait c'est ça qui fait vraiment plus que le nombre de paramètres, quoi. Plus que le nombre de paramètres. Alors après, te dire que le nombre de paramètres, c'est nul. Non, au contraire. Enfin voilà, à un moment donné. Elle sera améliorée, mais ça va pas être un truc. C'est pas un truc qui va changer. Voilà. De passer de 10 millions de paramètres à 175 milliards, forcément, tu as un monde. Passer de 175 milliards à, je sais pas, 500 milliards, 600 milliards, je suis pas sûr que, tu vois, tu as la même échelle de changement entre les deux modèles. Ouais. Voilà. Très clair. Écoute, ça en fait des informations quand même. Je crois qu'on pourra en parler pendant des heures. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais l'idée, et on arrive au bout de cet épisode, c'était voilà, de revoir un peu par l'angle, le prisme des médias, tout ce que ça allait changer. On y était. Je pense que ça ouvre un peu des chakras. En tout cas, je l'espère. C'est incontournable. En tout cas, c'est quand même ça un peu la grosse différence par rapport à ce qu'on en a parlé des dernières années. On sent que là, il y a eu ce réveil, cette prise de conscience, c'est là, c'est facile d'accès. On a parlé des élèves qui l'utilisent, c'est déjà utilisé pour la mésinformation. Hein. J'en parlais avec Shin Labé de NewsGuard qui a mis un rapport là-dessus. Pour la mésinformation, les fake news, c'est terrible, hein, l'IA générative, parce que ça floude totalement. J'ai vu aussi un truc assez marrant, un magazine de fiction, de science-fiction, qui reçoit des essais, enfin des propositions, des manuscrits, et en fait ils sont noyés, inondés de manuscrits faits par des IA génératives, donc ils ont dû tout arrêter, etc. Donc ça y est, c'est là, c'est utilisé massivement, c'est à la portée de tout le monde, donc il faut absolument s'en occuper. Je sais plus non plus quel gros média a nommé un VP IA, parce que maintenant ça doit être partout, hein. Comme il y a eu l'arrivée du numérique il y a 20 ans, il y avait un Chief Digital Officer, il faut qu'il y ait maintenant Oui, et puis il faut expérimenter. Dans les médias, je veux qu'on reste dans les médias, il faut expérimenter. J'ai deux exemples en tête. Tu as Brut, avec Brut IA. Ils font des contenus générés avec ChatGPT, Midjourney, etc. Donc ça reste tout le temps un travail journalistique à la base, hein, mais sauf que c'est généré, le résultat final est généré avec des outils IA, même des vidéos, hein, ils font des vidéos avec un avatar, etc. Et puis hier j'ai vu un truc qui est en Espagne. La radio, voilà. Ouais, j'ai vu passer ça. Et là c'est du 100% IA, c'est-à-dire contenant-contenu. Ouais. Tout est généré par des outils IA. Et c'est une expérimentation qui est géniale. Ouais. Parce que justement, c'est en touchant ces expérimentations, en regardant ce qu'ils font, qu'on va voir aussi bien les limites que tout ce que ça ouvre comme perspective. Je suis très friand de ça. Hein, mais je ne sais pas si tu as vu, il y avait aussi, je crois que c'est dans le Financial Times, je ne sais plus. Ça me dit rien. Hier, ils ont présenté leur éditeur IA. C'est ça, pardon, je parlais d'un grand média, c'est le FT. Il y a un éditeur IA. Voilà, il y a un éditeur IA, il y a une interview de l'éditeur IA. Je crois que c'est hier qu'ils ont fait paraître, ou avant-hier, ils ont fait paraître cette interview où tu as un journaliste qui interviewe l'IA. Il lui demande qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, qui est-ce que tu es, comment tu te positionnes, etc. C'est ça. Ouais. Et ça, je pense que tous les médias actuels devraient, d'une manière ou d'une autre, commencer à expérimenter. Pas obligatoirement à grande échelle, hein, mais sur des petits use cases, sur des petits cas, la production de contenu avec l'IA générative. Je pense que c'est le bon conseil à retenir. On va rester là-dessus. Ravi d'avoir pu parler de tout ça avec toi. La toute dernière question qui n'a rien à voir, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors j'espère qu'on a partagé plein de trucs cool qui donnent envie de regarder dans les médias et l'IA. Peut-être autre chose, rien à voir. Non, je suis pas cool, alors j'ai rien à partager. Non, je rigole. Non, je vais encore partager un truc d'IA, en fait, un truc, mais qui n'est pas à voir avec les médias, qui a à voir avec les jeux vidéo. Ça s'appelle Scenario.gg et ça te permet de développer en quelques heures tous les assets d'un jeu vidéo grâce à l'IA générative. Alors, assets sous quelle forme? Des assets graphiques? Graphiques, tu peux générer tous les graphiques. Incroyable. Et c'est fait c'est fait à la base par un Français qui est parti aux États-Unis, qui s'appelle Emmanuel Demestre, si je ne me trompe pas. Scenario.gg, vraiment, Emmanuel Demestre, je suis sur le site. Et franchement, même les gens qui font pas du jeu vidéo,
c'est un très très bon exemple de ce que peut faire l'IA générative quand elle est employée de bonne manière. De bonne manière. Je mettrai le lien. J'adore le nom. Scénario.gg, c'est vraiment terrible. Super. Olivier, merci. Merci à toi. Merci pour ton temps et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne envie de tester plein de choses. Personnellement, c'est encore, on disait, d'un peu mind-blowing, mais on sent qu'on est au début, on est en plein dedans, en tout cas, et que c'est incontournable, c'est pas un truc dans un coin et que ça va changer à tous notre quotidien. Donc, il faut s'en emparer le plus vite possible. Tester. Merci encore une fois à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.